plaisir de vous retrouver pour cette deuxième partie de matinée avec un invité d'honneur qui est le monsieur Gérard Després. Bonjour monsieur Després. Bonjour Marion. Et Frédéric Taraquois, présidente des JDL. Bonjour Frédéric Taraquois. Bonjour Marion, bonjour monsieur Després. Bonjour Frédéric. Monsieur Després, vous nous faites l'honneur d'être avec nous au JDL édition 2023 à Beaune. C'est la première fois que vous venez sur le salon. Qu'est-ce qui vous a motivé à venir jusqu'en Bourgogne ? C'est vous qui me faites l'honneur de m'inviter. Alors le salon, c'est pas la première fois que je viens. J'étais venu lorsque le salon avait démarré. Il est vrai que ces dernières années, j'ai pas pu venir. Parfois, j'ai des contraintes d'emploi du temps. Cette année, ça se faisait. Donc il y a plusieurs raisons. L'évolution du salon, d'une part, qui est maintenant bien installé. Je l'ai connu quand il était itinérant. Maintenant, il a trouvé sa place à Beaune. Il a trouvé sa place dans ses exposants. Et l'évolution qui est de nos salons, avec la venue de constructeurs étrangers, le développement qui est fait sur les énergies, donne de l'intérêt pour nous aussi de venir voir ce qui se passe, de connaître, surtout qu'on est sur des secteurs mouvants. On ne sait pas bien ce qui sera retenu, ce que l'histoire retiendra pas. Donc il faut venir au cœur des salons. C'est très important pour prendre le pouls, prendre le pli. Donc c'est avec un grand plaisir que je suis là, je dirais, par intérêt professionnel. Frédéric Taraquois, vous avez peut-être quelque chose à demander quand même à monsieur Després, parce que vous êtes vous sur un marché, les JDL, comme on le disait tout, enfin monsieur Després le disait, mouvant et qui évolue très vite. Ça évolue très vite dans les nouvelles technologies et les énergies alternatives. Alors moi, monsieur Després, j'aurais une question à vous poser. Où va-t-on? Où en est aujourd'hui le marché de la construction et de l'industrie? Est-ce que les JO seront prêts? Alors le marché de la construction, c'est un marché qui existe depuis très très longtemps, et il évolue beaucoup. Je vais dire il évolue parce que lorsque j'ai commencé, il y avait beaucoup de matériel qui était acquis par les entreprises. Donc maintenant, on est passé en location. Il y a le BIM qui se développe dans les entreprises. Les entreprises, le monde de la construction a changé beaucoup, notamment par exemple en matière de sécurité. Voilà un secteur qui était un petit peu délaissé par les entreprises et surtout par les ouvriers. Aujourd'hui, il y a pratiquement plus d'accidents. Ils obtiennent des taux formidables. La construction, dans son évolution, dans ses délais, est hyper rapide. Les entreprises françaises sont parmi les meilleures du monde. Grosse évolution. Donc le marché de la construction existera toujours. Il y a des marchés relais qui ont été pris récemment. Vous savez qu'il y a des plans de développement qui ont été faits de relance à l'activité, la transition écologique, la transition numérique. Ça se traduit quand même beaucoup par de la construction, de la mutation, de l'urbanisation. Donc le monde de la construction est éternel, sera éternel, mais il est dans un mouvement important d'adaptation lui aussi. Et l'industrie? Alors l'industrie, il se trouve, je la connais un peu moins bien, mais écoutez, on n'en a jamais autant parlé avec le fait de la réindustrialisation. On parle d'usines à plusieurs milliards. J'entendais hier que l'Allemagne avait une industrie, qu'elle allait reprendre une industrie à 10 milliards. Ce sont des industries aujourd'hui pratiquement... Alors c'est une grosse différence qu'on n'imagine pas parce que l'industrie, on l'attache beaucoup avec la main-d'œuvre. On dit il y a beaucoup de main-d'œuvre dans l'industrie. En réalité, pas tant que ça. La main-d'œuvre aujourd'hui est dans les sociétés de services, c'est pas tellement l'industrie, mais l'industrie est très automatisés, ils sont à l'avant-garde de toutes ces technologies d'automatisation, de digitalisation, et ça nous sert de vecteur de développement. Ce qui se passe dans l'industrie nous intéresse aussi. Donc l'industrie n'est pas morte, même au contraire, puisqu'avant c'était un peu le coût de la main-d'œuvre qui pouvait dissuader les industriels de rester, on va dire, sur les pays occidentaux. Aujourd'hui, c'est pas le coût de la main-d'œuvre, c'est la technologie qui fait la différence. Et je pense que la technologie, on l'a dans les pays occidentaux, États-Unis, Japon, Europe, France aussi. Il y a de très belles industries en France qui sont aussi leaders mondiales dans leur domaine d'activité. Donc tous ces marchés évoluent bien. Tous ces marchés évoluent. Je crois qu'il faut rester très positif par rapport à ça. Et encore, on n'aborde pas encore aujourd'hui l'impact de l'intelligence artificielle, réalité augmentée, dont on ne connaît pas bien les impacts. C'est un petit peu ce qui se passe dans les domaines tels qu'on va en parler tout à l'heure, peut-être pour l'hydrogène. On ne sait pas exactement où on va, mais on sait qu'il y a un chemin qui se dessine par là. Et vous, au milieu de tout ça, vous réussissez. Vous êtes premier loueur européen, premier loueur français, quatrième loueur mondial. Comment on arrive à une telle position ? J'allais presque dire en si peu d'années, finalement. Alors, si peu d'années, non, c'est pas en si peu d'années. L'entreprise d'Oxam, elle a 55 ans. Donc, c'est 55 ans de continuité stratégique, de développement, de progrès.
On a démarré lorsque le métier était naissant, était un peu émergent dans les années 60, puis elle a été créée en 67. Mais par contre, ce qui a peut-être pu faire la différence pour Gloxam, c'est qu'il y a une continuité stratégique. Très peu de changements d'actionnaires, très peu de changements de management, une suite et une constance. On suit un chemin. Il y a des chemins qu'on n'a pas pris, il y a des chemins qu'on a pris, qu'on a renforcés, et c'est cette continuité qui fait qu'aujourd'hui, vous l'avez dit, on se trouve numéro 1 en Europe. On aurait pu ne pas l'être lorsque les Américains avaient fait une grosse poussée à la fin des années 90, années 2000. On a vu l'arrivée en force à ce moment-là de Caterpillar et de Hertz. Il se trouve qu'ils n'ont pas suivi ce chemin-là, alors que nous, on a suivi notre chemin. On n'avait pas d'autre choix, on n'était qu'en Europe pour nous. Et aujourd'hui, on a fait la différence pour l'Europe. Voilà. Mais allez, je vais quand même relativiser. J'ai aussi des concurrents qui ont démarré après l'Oxfam. Le numéro 1 américain, il a démarré il y a 25 ans. Donc, oui, je dirais c'est rapide, c'est impressionnant, c'est satisfaisant, mais il y a toujours meilleur que vous dans la vie. Et donc, c'est eux qui nous servent d'émulation. Vous avez pris beaucoup d'avance aussi. Marion va nous parler un petit peu de tous ces matériels avec les énergies alternatives. Oui, et en plus, on a pu le voir tout à l'heure à la précédente table ronde avec Marianne Duplaine, qui est la directrice technique de l'Oxfam Access, où on voit qu'il y a vraiment un virage qui a été pris au sein du groupe sur comment répondre à la transition énergétique, à la neutralité carbone. C'est 2030, c'est très bientôt. Quels sont vos objectifs et puis comment vous agissez? Quel est votre plan de bataille pour arriver à ces objectifs à tenir d'ici 2030 et 2050, une neutralité carbone totale? Alors, il y a d'abord une évolution du monde. Aujourd'hui, on peut pas se contenter simplement de l'activité commerciale quand on est à l'Oxfam. On est obligé d'inscrire ça dans un cadre, ce qu'on appelle de RSE, Oui. complet, qui soit avec des piliers humains. La façon de diriger le personnel aujourd'hui a terriblement changé parce que les aspirations du personnel a changé, le niveau du personnel a changé, donc on est obligé de tenir compte d'aspects différents par rapport à avant. Si on ne le fait pas, on sera sorti du circuit. Ce qui fait qu'on est en évolution constante, mais on peut être aussi rattrapé par des petites entreprises qui vont prendre ces considérations-là en compte. Si vous n'avez pas en compte des problèmes d'éthique, si vous n'avez pas en compte des problèmes de whistleblowing, votre entreprise, elle va s'arrêter. Non pas parce que vous avez les machines dans la cour, vous n'auriez pas les machines dans la cour, mais parce que ça fonctionne pas. Si vous prenez pas en compte votre environnement, l'écosystème dans lequel on est, qu'est-ce qui a fait le développement de l'Oxfam? C'est parce qu'aussi on s'est intéressé à participer à des salons comme cela, on a créé des associations, on a permis l'émergence de la question, de la faire connaître, de faire connaître notre métier. On est obligé de s'inscrire dans ce cadre-là. Et dans l'environnement global, c'est même pas pensable qu'on pense pas décarbonation pour ce qui nous concerne. Si je ne fais pas un effort en 2023 sur notre parc, comment voulez-vous qu'en 2030, j'ai le parc qui correspondra aux attentes des clients alors que toutes les portes seront fermées? Il y a les zones de faible émission, on pourra plus y être. Donc, ne pas faire ça, c'est être mort. Voilà. Donc, le contexte étant là, il faut s'intéresser à ça, se mettre dans un contexte qui permettra de réussir. Donc, nos orientations qui ont été faites, elles sont déterminées, elles sont volontaires. Il y a des personnes qui s'en occupent parce que on est obligé, pour tenir nos objectifs de 40% de notre parc, quand on a un parc à plusieurs milliards, eh bien, dès maintenant, il faut investir dans ces nouvelles énergies, rechercher les matériels, appuyer les fournisseurs qui le font, inciter les fournisseurs à faire différemment. On a un pouvoir d'achat qui nous permet de discuter avec les fournisseurs et leur dire, regardez de ce côté-là. Alors, on n'est pas toujours sur la haute technologie comme eux peuvent être sur les batteries. Mais je vais prendre le matériel électrique, par exemple. On a 2-3 problèmes. Un, le poids des batteries, qui est aujourd'hui, bon, on s'intéresse aux batteries parce qu'il faut être électrique, mais le poids des batteries, c'est un vrai problème. La recharge aussi, même dans nos voitures, mettre un fil, c'est pas possible. Quand moi j'ai un iPhone, j'arrive, je le pose sur un plateau, je charge tout seul. Là aujourd'hui, je sors mon fil, j'ouvre mon coffre, je mets ça, il faut que ça bouge. Mais aujourd'hui, ben voilà, on leur dit, il faudra aussi chercher de ce côté-là pour que l'électrique soit plus facile, il faut que les recharges soient plus longues, il faut qu'on puisse recharger plus rapidement, il faut qu'on soit moins embêté avec des détails. Mais tout ça va se faire. Tout ça va se faire, mais aujourd'hui on fait avec ce qu'on a, et puis d'année en année les progrès sont énormes,
Et aujourd'hui, on ne sait pas dire comment on fera pour 2030. Mais comme toute la profession, toute la filière s'y met, les clients le demandent, les villes l'exigent, les fournisseurs y travaillent, il y a une convergence qui fait que on achètera effectivement 80 à 95% de nos matériels en 2030 qui sera électrique, et on tendra pour 2050 à ce qu'il y ait plus que des matériels, si possible, à plus faible émissions de gaz à effet de serre. C'est une décision ce sont des décisions que vous avez prises il y a longtemps, Monsieur Després. Oui, alors Vous avez si vous voulez, on est anticipé l'avenir. complètement, oui, on est complètement dans l'innovation depuis longtemps. C'est des décisions qui datent d'il y a 10 ans. C'est des décisions qui datent d'il y a 10 ans, mais il y a 10 ans, on n'avait pas de quoi le formaliser. Et dans 10 ans, on était en train de le rêver parce qu'il n'y avait pas l'offre en matériel. Mais déjà, c'était déjà des domaines de préoccupation. Au fur et à mesure qu'on avance, il y a 2-3 ans, par exemple, on s'était inscrit dans le cadre de la RSE, on n'était pas encore tout à fait sur le carbone, au Global Compact, la charte de l'ONU. La charte de l'ONU, elle était décidée en 2003, on y a adhéré en 2015. Aujourd'hui, on peut presque dire qu'on est dans les pionniers, hein, en étant inscrit en 2015, avec des orientations concernant la gestion humaine, les progrès, déjà les décarbonations, mais ouais, on s'inscrivait des objectifs, mais c'était difficile de les chiffrer. Maintenant, oui, maintenant les objectifs depuis 2 ans sont chiffrés. Ils sont en plaquettes. Ces plaquettes-là sont auditées pas seulement par nous, par beaucoup d'organismes. Hein. Je vois, il y a une dizaine d'organismes, on se fait contrôler. Et même ces rapports-là sont audités par les cabinets d'audit. Donc, ça devient sérieux. On parlait il y a quelque temps encore de greenwashing. C'est terminé. Ça n'existe plus. Enfin bon, il y a de tout. Il y a toujours des gens qui trichent. Mais les grandes entreprises ne trichent pas. Elles suivent. Il y a des gens qui comptent, qui calculent. Et chaque fois, on met de nouveaux objectifs. Alors, on parle d'émissions d'effet de gaz à effet de serre, mais pour nous, on suit aussi, et on a la volonté de suivre les consommations d'eau. Si on suit les consommations d'eau qu'on peut mesurer, dès lors qu'on peut mesurer, on peut progresser. Donc déjà, la première chose, c'est de mettre déjà des compteurs, des robinets, ensuite des choses qui se coupent toutes seules, comme les lampes qui peuvent se couper tout seuls, dans tous les domaines. Dans tous les domaines, on essaye de faire des progrès, de se donner des objectifs de progrès, et puis on le fait, mais ça n'implique pas que l'entreprise. Aujourd'hui, tous nos services sont impliqués, services de construction de nos bâtiments ont des objectifs, nos acheteurs ont des objectifs, même les financiers, chez nous, suivent, parce qu'ils ont des objectifs qui permettent d'avoir des considérations financières meilleures dès lors qu'on retient les objectifs. Donc le directeur financier, il dit, on en est où en matière de formation, on en est où en matière de décarbonation, toute l'entreprise est appliquée. Il y a un vrai jeu, ça occupe la préoccupation des gens chez nous dans leur réflexion et dans leur travail. Et les constructeurs vous offrent ce dont vous avez besoin aujourd'hui, ou il y a encore... Alors les constructeurs font de leur mieux. Vous avez des constructeurs qui sont très en avance. Chacun voit sa voie. C'est pas plus mal que chacun cherche de son côté de façon différente. Parce que s'il y avait monolithique avec une loi qui oblige tout le monde à faire quelque chose comme ça, on trouverait peut-être pas la meilleure technologie. Mais vous avez des gens qui sont engagés, eux, à 100%. Alors, je veux pas comparer. Les fournisseurs, je les aime bien tous. Mais Volvo, par exemple, a pris une décision qui ferait plus de moteur thermique. Bon, d'autres, vous avez JCB, lorsque vous discutez, ils disent il y a encore de la place dans le futur pour le thermique, pour le gasoil. Et quand on réfléchit avec eux, oui, ils ont raison. Faut peut-être pas condamner complètement le gasoil, mais on peut réduire terriblement la consommation et qui est déjà allé dans le sens d'une moindre consommation. Quand dans votre voiture, vous consommez 2 fois moins avec les nouveaux moteurs, avec des essences mieux, c'est déjà 50% de gagné. Alors c'est bon, on peut tout de suite aller vers l'électrique à 100%. Mais quand on va électrique à 100% et que c'est les centrales à charbon qui tournent, je me demande si c'est pas mieux d'avoir un moteur thermique bien pensé, bien fait, qui tourne à 50% dans un premier temps, et ensuite, dans un deuxième temps, on arrivera peut-être au zéro. Donc, ces réflexions-là qui sont menées par les uns, par les autres, qui amusent à se mettre autour d'une table, on échange, on fait des rencontres comme vous l'avez fait à la table ronde précédente, l'Oxfam aussi, de son côté,
organise des rencontres sur la sécurité et l'environnement où on échange avec nos fournisseurs, on échange avec nos clients. Je ne vais pas vous voler le végétarien, mais nos rencontres la sécurité, elles ont lieu la semaine prochaine, ce qui montre qu'on s'intéresse, on cherche chacun de son côté comment on améliore la diminution des émissions, comment on améliore la sécurité. Et c'est ce foisonnement-là qui fait que j'ai assez confiance qu'on y arrivera. Ça, c'est l'expérience de ma vie. Hein. Je suis à la fin de ma vie professionnelle. Qui veut qu'il faut pas désespérer, les gens sont pas fous, les gens sont sérieux, il y a quand même des gens instruits, il y a quand même des gens intelligents, il n'y a pas des gens qui veulent que la mort de la planète, mais ça se fait pas comme ça par coup de baguette ou par loi. Il faut un peu de temps, un peu de bon sens, mais on y arrive. Et on y arrive parce qu'il y a quand même des limites qui sont mises. Il y a des villes dans lesquelles aujourd'hui on ne rentre plus si on est en matière thermique. Alors on se plaint beaucoup de villes françaises parce que c'est de bon ton, mais à l'étranger, San Francisco, Oslo, où nous sommes, c'est zéro. C'est déjà zéro. Si vous n'avez pas le matériel électrique, c'est même pas la peine de penser aller y travailler. Donc on a des agences à Oslo qui ne sont dites, voilà, pour le symbolique, que vertes. Voilà, ils n'en ont pas de moteur thermique dans cette agence parce que sinon ils travailleraient pas. Voilà. Donc, la France est comme les autres. Quand il s'agit de certaines villes, on respecte un peu. Mais c'est parti. C'est parti. Et puis, parfois, il y a des effets induits qui sont assez bons. On travaille beaucoup sur le matériel électrique, mais l'effet induit qui plaît le plus aux gens, c'est la nuisance sonore. Les voisins, les gens, on dit, il n'y a pas de bruit sur le chantier, qu'est-ce qui se passe? Et c'est presque ça qui rend plus l'intérêt de l'électrique pour l'environnement, c'est un effet induit du moteur électrique. Voilà. Eh ben, un bienfait en disant, ben, vous avez plus de nuisances sonores, fait qu'ils achèteront peut-être d'électrique et il y aura moins d'émissions de gaz à effet de serre. Est-ce que l'hydrogène, ça fait partie de votre mix énergétique? Alors, l'hydrogène en fait partie. On y travaille, on est associé avec des producteurs d'hydrogène, on a des groupes électrogène et hydrogène, on fait des chantiers qui fournissent de l'énergie. Et là, les premières expériences, parce qu'on fait ces expériences-là, même si elles nous coûtent, on les fait. Et on en fait régulièrement parce qu'on apprend de toute expérience. On voit que c'est difficile à transporter, il faut qu'on trouve des solutions. On voit que les législations n'est pas adaptée. On nous permet pas de mettre les bouteilles à côté parce que soi-disant ça explose. Ça n'explose pas. La législation vous empêche de le faire. Donc, faut faire bouger les législations, faut faire bouger les comportements, faut faire bouger beaucoup de choses. On continue à travailler sur l'hydrogène. Et qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Aujourd'hui, je vous parle là de juin 2023, que l'hydrogène est plus fait pour certains types de consommation, c'est-à-dire des poids lourds, des bateaux, beaucoup plus que pour du petit matériel. Donc, dans la chaîne de décarbonation, il y a des choses qui seront électriques, il y a des choses qui resteront peut-être diesel, comme le pense peut-être JCB, et il y a des choses qui seront hydrogène. Alors, on a moins de chances de les trouver quand c'est en mobilité que quand c'est en industrie, parce que ça se ne transporte pas comme ça. Aujourd'hui, pour transporter l'hydrogène, ça nous coûte plus cher en carbone par le transport que de prendre une cuve à fioul. Bon, mais il faut continuer l'expérience. Donc aujourd'hui, là où j'en suis aujourd'hui, mais je vais refaire un tour du salon, hein. Il y en a quelques-uns, puis très la question, on est plutôt poids lourd, train, bateau, industrie, que la petite mobilité. Oui. Donc, chaque énergie va trouver son segment. Voilà. Maintenant, on tâtonne, je peux me tromper, et puis ils peuvent faire des progrès, puis la technologie peut améliorer les choses. Non, ça, l'état de l'art, elle est là dans la connaissance que l'Oxfam a de l'hydrogène. On y investit, mais ça sera pas 80% de notre parc demain. Là, aujourd'hui, il y a beaucoup de matériel. Hydrogène, essentiellement des groupes électrogènes. Les autres, non. On n'a pas, nous, des poids lourds. On n'a pas nos natures de poids lourds ne le permettent pas, nous. Certains qui ont des SMI, faudrait demander à ceux qui travaillent dans le poids lourd, mais vous n'avez pas des poids lourds véhicules légers avec de l'hydrogène. Pas encore. Ouais. Alors, on voit vraiment que le monde change très rapidement. Dans quelle direction, selon vous, nous allons, d'un point de vue économique et puis d'un point de vue technologique? Alors, d'un point de vue économique, la construction dépend quand même pour partie du privé et pour partie du public. Donc le public, il a ses contingences économiques. Jusqu'à présent, après le Covid, il y a eu beaucoup de plans de relance qui ont été faits.
On est sur ces plans de relance nationaux. Au niveau européen, il y a un plan de 350 milliards pour soutenir l'activité. Et aujourd'hui, on en bénéficie. Et qu'est-ce que ça va devenir? Très honnêtement, aujourd'hui, on se pose la question si les gouvernements en Europe vont vers un peu plus de contrôle budgétaire, après avoir augmenté un peu les taux d'intérêt. Plus de contrôle budgétaire veut dire un peu moins de plans de relance, ou sous l'effet des États-Unis qui ont un plan massif de lutte contre l'inflation, ils vont peut-être redonner d'une autre main ce qu'ils vont reprendre. Bon, il y a des plans. De toute façon, cette mutation écologique, elle est inscrite dans les esprits, donc elle se fera. Le monde de là fait qu'on est assez confiant jusqu'à 2030 que l'activité de la construction sera soutenue. Néanmoins, là où il y a le privé, et aujourd'hui, on parle beaucoup du logement neuf, le résidentiel neuf. Le résidentiel neuf ne s'achète que par des emprunts. Les emprunts sont beaucoup plus chers. Et aujourd'hui, c'est un secteur qui risque effectivement de souffrir. Dans un ensemble qui est bon, il y a des segments. Si vous êtes une entreprise très exposée sur le résidentiel neuf, ça peut être embêtant. Si vous êtes un artisan un peu plus dans la rénovation, ça l'est un peu moins. Donc, il faut rentrer par catégorie. Alors, effectivement, au niveau de l'Oxfam, on travaille dans toutes les catégories, mais on va pas, si je prends une vue macroéconomique, le secteur de la construction est plutôt favorisé et restera favorisé. Après, sur le plan des techniques, des technologies, je le disais, nos matériels que nous achetons aujourd'hui, je suis pas sûr que ce qu'on achète ces 2 dernières années dure aussi longtemps que les précédents. Je suis pas sûr qu'on arrivera à les revendre avec, ça fait partie du système économique, la revente du matériel. Je suis pas sûr. On est dans des zones où il y a beaucoup d'incertitudes, ne serait-ce que sur les matériels, dans ce qu'on fait. Alors on est prêt, on investit beaucoup parce qu'il faut aller de l'avant, mais on ne sait pas trop. L'inflation aujourd'hui, c'est une préoccupation. Tous nos coûts augmentent plus vite que l'évolution de nos prix. Alors bon, maintenant une prise de conscience, on y arrive, faut qu'on continue à faire des efforts de productivité, mais il y a l'incertitude. L'incertitude sur l'inflation, l'impact que ça peut avoir. Les mutations techniques, technologiques continuent à se faire. On est de toute façon dans un monde sans cesse en mouvement. C'est vrai que la littérature a changé. Moi, quand j'étais étudiant, on parlait de crise, c'était une fois tous les 20 ans. Maintenant, des crises, il y en a tous les 2 ans. On a eu la crise Covid, que tout le monde a connue. L'Oxfam a subi une crise cyber il n'y a pas très longtemps. Il y en a régulièrement. En réalité, c'est des mutations extrêmement rapides. La guerre en Ukraine reste aussi un facteur d'incertitude. C'est jamais bon d'avoir la guerre à portée. Ça peut un jour dériver n'importe comment. Donc, on est en constante évolution technique, technologique, environnementale. Est-ce que la fermeture des Chinois qui marche un peu moins bien aujourd'hui peut avoir une répercussion? Alors elle en a une. Aujourd'hui, ça marche un peu moins bien chez eux. Eh bien, ils exportent un peu plus chez nous. Le salon le témoigne. Voilà. C'est sociologique. C'est pas personne n'a demandé que ça se passe comme ça. Mais on est tout le temps. On n'est pas systématiquement en période de crise, mais on est toujours sur le qui-vive pour rester alerte et vivant, quoi. À combien vous évaluez le parc machine Loxam dans le monde aujourd'hui? Ça représente combien de machines? Tout confondu. Ah, je sais pas. Je suis pas. Non, mais ça veut pareil. Je Parce suis que pas un homme de chiffres parce qu'on a de l'outillage, il y a des grosses machines. Je sais qu'on a à peu près 60 000 matériels d'élévation. Voilà, ce qui vous donne un peu une idée. C'est beaucoup pour l'Europe. Je pense qu'on est le premier loueur de matériel d'élévation en Europe. Les Américains, ils ont le double. Et là, Ce qui nous laisse espérer, vous voyez, des bons jours devant nous. L'Oxfam peut penser doubler son parc. La part de marché de l'Oxfam en Europe, elle est de 8%. Celle de United Rental, sur un marché qui est un peu plus gros, le marché américain, elle est de 16%. Voilà, donc les objectifs, c'est faut regarder devant, quoi. Les projets d'investissement, par exemple en France, pour rassurer un petit peu les constructeurs qui sont venus exposer au JDL, il y a des projets de commande? Alors, les constructeurs, rassurez-vous, ils connaissent très très bien nos projections, notre vie.
Moi, je fais bien des projections sur ce que font nos clients. Je fais des projections pour nous-mêmes et je suis en mesure de faire les projections pour mes fournisseurs. Après, à l'intérieur, c'est X qui vend ou c'est Y qui vend. Mais en tant que marché, on sait très très bien. Eux aussi, ils ont très bonne vision sur leur marché, sur leurs commandes. Alors, si vous me demandez aujourd'hui, l'année dernière, ils étaient plus en rupture du fait de la technologie, des pièces qui leur a manqué, et cela leur a pesé beaucoup. C'est un paradoxe. Il y avait d'énormes demandes, ils n'ont pas pu livrer. Ils ont subi des hausses de prix et finalement une production qui aurait dû être favorisée a eu un peu des problèmes d'exploitation. On a besoin de nos fournisseurs. Hein. J'ai besoin de clients qui soient solvables. On a besoin de fournisseurs qui soient là aussi. Hein. On est dans une filière. Il y a des négociations de prix, mais on n'est pas là pour faire mourir le voisin. Hein. On est engagé dans une filière. Je suis content, moi aussi, que votre salon marche bien. Je me souviens, on vous a rencontré il y a 2 ans quand c'était le Covid. Bon, c'était pas très bien pour personne. Hein. Voilà, mais c'est toujours mieux. Donc, pour les fournisseurs, oui, il y a des commandes. Je vous dis, on est orienté jusqu'à 2030. Nos parcs, il faudra qu'on les change. On n'aura pas le choix de les changer. Donc, eux, ils peuvent se dire entre 2023 et 2030, combien il y a de marché dans le monde, combien va changer. Ils sont tous en mesure de faire ces projections eux-mêmes. Bon, s'ils savent pas, ils me demanderont, je leur dirai. Hein. Mais il n'y a pas de problème. Et on a des bonnes relations avec nos fournisseurs. Et si c'était nécessaire, on peut pousser des commandes parfois, bien que nous soyons contraints aussi par nos banques, par un marché financier. Mais à la marge, tout s'arrange. Merci, Monsieur Després. Merci, Frédéric Taraquois. Merci, c'est moi qui remercie. C'est les JDL qui vous remercient, Monsieur Després, de nous faire l'honneur d'être. Non, mais je vous félicite, Frédéric. Je vais vous appeler comme ça parce que quand on est dans un métier comme moi depuis très longtemps, vous êtes dans le métier depuis aussi longtemps que moi. On a l'occasion de se croiser, mais chacun vit sa vie. Je vous remercie pour votre journal, hein, et d'organiser un salon en France. C'est bien. On n'a pas évolué avec le même nombre de zéro. Non, mais ça crée un écosystème. Ça permet aux clients, aux clients français d'être là, de rester dans le coup. Ça fait une émulation. C'est très, très utile de le faire. Et je vous encourage à persévérer et à continuer votre propre développement. On a encore quelques idées. Je vous le souhaite. On va aller inaugurer le salon, Monsieur Després. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci, Marion.